Né en Chine a également d'autres applications et on va le découvrir tout de suite avec Roger Itier. Et là, Jean-Paul, il va y avoir de la casse. Oui, de la casse. Alors, c'est pareil. En fait, Christian, dans les wushu chinois, il y a toujours deux applications fondamentales. Il y a l'externe, c'est-à-dire ce que l'on vient de voir avec les deux champions de Chine, où il y a beaucoup de voltige, un exercice qui nécessite une grande concentration et bien évidemment une préparation musculaire. Alors à côté du moment de spectacle que ces images engendrent, il faut quand même se rappeler que ce sont des exercices qui sont pratiqués depuis des milliers d'années et qui sont simplement l'aboutissement de l'entraînement et puis surtout le test d'efficacité des pratiquants. Car il ne suffit pas de savoir donner des coups, il faut aussi prouver qu'on peut en encaisser pour être expert dans les arts martiaux. Ce qui m'a passionné dans les arts martiaux, c'est le côté magique, cette puissance cachée. Il faut dire que j'ai commencé, j'avais 14 ans. J'étais avec un groupe d'amis qui pratiquaient des différents types d'arts martiaux et de sports de combat, boxe anglaise, judo, karaté, boxe thaïlandaise, le début du full contact. Certains pratiquaient des formes sino-vietnamiennes, de chinoises, taekwondo, enfin bref, un melting pot vraiment sportif et martial. Pendant 2 ans, je me suis entraîné avec mes amis de cette façon. Puis ensuite, à côté de chez moi, il y avait un club d'arts martiaux qui s'appelait France Karaté Kung Fu. Je suis allé voir un cours, donc j'ai poussé les portes de cette salle. Je me suis assis bien timidement dans cette salle alors qu'on donnait un cours. J'ai vu Roger assis sur le banc. Et j'ai dit à Roger, pourquoi vous ne venez pas vous entraîner? On s'est regardé, sympathique. Je sais pas, de là, qu'est-ce qu'il a... Après, il s'est inscrit. Mon frère est arrivé à en parler avec lui, de la pratique, etc. Et puis, et c'est comme ça, il dit, bon, je vais m'inscrire. J'ai commencé en fait avec Dan Schwartz, qui avait donc cette école qui s'appelait France Karaté Kung Fu, avec un autre monsieur qui s'appelait Jacques Chenal. Et l'assistant à l'époque de cette école, c'était Tony Dehaas. Donc, quand je me suis inscrit dans cette école, en fait, je suis rentré et Tony Dehaas remplaçait Dan Schwartz qui était parti en stage au Maroc et j'ai vu un petit bonhomme bondissant qui sautait dans tous les sens et mon copain donc Jean-Marc Bigot me relatait puisqu'il s'entraînait dans cette école, il me dit écoute il y a quelqu'un vraiment, faut que tu le vois, c'est un diable, il saute partout, il est vraiment très dynamique, vraiment c'est un super combattant, il est extraordinaire. Si c'était un autre prof au moment là, le soir où il est venu pour regarder et assister visuellement le cours, je pense qu'il ne serait pas inscrit. Effectivement, dès les années 72-73, est arrivée une foultitude de garçons, dont Tony Dehaas, en premier, avec Alain Sadoun. Tony est arrivé avec son frère, Lachmi. 1 an plus tard est arrivé Roger Itier. Et tous ces garçons ont fait partie des grands moments du Kung Fu. Et Roger est arrivé, à l'époque on avait des kimonos noirs. Des kimonos noirs type coton mais un peu carton. Et Roger est arrivé avec un kimono satiné et avec une ceinture noire. Et nous à l'époque la ceinture noire c'était inimaginable de mettre ça, parce qu'on avait des ceintures blanches. Et quand je l'ai vu, j'étais un peu teigneux à l'époque, je lui disais mais pourquoi tu mets une ceinture noire, t'es pas ceinture noire? Alors ouais, mais c'est un kimono que j'ai acheté comme ça dans le métro. Je dis ouais mais c'est pas ça qu'il faut mettre. Et à l'époque, on combattait déjà tout de suite. Un premier cours, tu combattais avec celui qui était en face de toi. Donc il n'y avait pas trop de base. Chacun combattait à l'instinct. Et j'avais Roger Itier en face de moi, qui n'était pas encore le grand champion qu'il est devenu. Et j'avais bien donné à Roger parce que je trouvais qu'il n'était pas habillé comme il fallait. Et je me suis instruit dans les arts martiaux chinois.
Et c'était la vague aussi, donc c'était en 76, la vague des films Bruce Lee. Et alors là, ça a été l'engouement des arts martiaux. Alors bien évidemment, Bruce Lee pratiquant les arts martiaux chinois, ça n'a fait que me conforter dans le désir de lui ressembler, et dans la technique et dans l'esprit. Quand j'ai découvert Bruce Lee, j'ai emmené Roger, j'ai emmené mon frère, je ne sais pas si vous l'a dit, il vous le dira. J'ai dit tiens, je vais vous emmener voir un film avec un pratiquant qui va faire parler lui. Je pense qu'il va aller très 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 loin. Et mon frère, je me souviens, il me dit oh non, il va. Non, j'aime pas comment il écrit, etc. J'ai dit tu verras bien. Et aujourd'hui, Bruce Lee, il est ce qu'il est. Il y a eu un autre aussi pratiquant et professeur qui s'appelle Tan Tao Liang. Et j'ai emmené Roger. Et je lui ai dit Roger, je lui ai dit tiens, je vais t'emmener voir un prodige qui a un jeu de jambes extraordinaire, etc. Et c'est à partir de là que Roger a développé ses jambes. Et finalement, j'ai gravi les échelons relativement vite, tant en termes de grade, puisque quand j'ai passé ma ceinture noire, j'avais 18 ans, à l'époque c'était assez jeune, c'était même très jeune. Et puis j'ai enseigné aussi rapidement, parce qu'à l'époque la fédération avait peu d'instructeurs de qualité, donc on m'a trouvé une école, j'ai enseigné assez tôt, trop tôt certainement, parce que je n'en avais pas les qualités encore requises, j'étais plutôt compétiteur dans l'âme, ce qui fait que ce que je n'avais pas en pédagogie, je le compensais par la difficulté des entraînements et le côté un peu très dur de l'entraînement. Il était toujours à 100%, même plus que ça, il allait toujours plus, il en faisait. Quand le cours était fini, il restait dans la salle, il s'entraînait encore. Chez lui, je sais qu'il s'entraînait avec des anciens partenaires de Kung Fu, je sais qu'il s'entraînait aussi à l'extérieur. Il allait s'entraîner, d'ailleurs il s'entraînait tous les jours, Roger. Il ne se cantonnait pas à 2-3 cours par semaine. Il dirigeait avec moi, je le laissais diriger avec moi. Je disais non, t'es mon élève, tu bouges pas, au contraire. Au contraire, j'étais fier de lui, j'ai dit vas-y, monte, fais, il n'y a aucun problème. Moi j'ai pas de problème avec ça. Là, on peut voir maintenant un travail qui nous prépare là au championnat de France avec la réglementation française. Dans l'entraînement, c'était très exigeant, même si c'était toujours très bon enfant. Par exemple, petite anecdote, même quand on faisait des démonstrations et qu'on se prenait un peu au sérieux, Tony, par exemple, juste avant qu'on rentre pour faire une démonstration de Taolu ou d'assaut de combat, nous pinçait les fesses, nous tirait la langue parce qu'il sentait qu'on commençait un peu à se coincer, etc. Ou nous sortait, entre guillemets, une connerie. Et en fin de compte, on y arrivait beaucoup mieux comme ça. Donc voilà un peu le climat d'exigence. C'était un climat par contre très pas du tout protocolaire. Attention. Il s'appelle Roger Itier. Hein. Oui, c'est l'association Dragon. On va les revoir, vous allez voir. L'association Dragon de Roger Itier, c'est lui Roger Itier. On va l'approcher tout à l'heure, il y a une surprise pour vous. Je préfère pas. Arme longue. Arme longue. Je me dépêche là alors. Hein. Donc là, la vitesse, la précision, l'esprit l'esprit de décision. Attention avec les... Là, c'est la qualité nécessaire pour ce genre de combat. Maintenant, une démonstration Je rassure le réalisateur, Elie est derrière moi. Oui. d'armes courtes. Elie derrière, d'armes courtes avec le sabre. Non, vous êtes Avec fermé, Mathieu Ngo maintenant. Deux qualités requises pour le sabre. Non, Elie, il faut revenir à table. Force et vitalité. Enfin, une troisième arme, le tribaton. Le tribaton. Le tribaton, oui, qui est une arme. Qui est une arme agraire. Et on a derrière, vous avez derrière vous. Sortez-vous le mec. Vous avez derrière vous la boxe du sud derrière. Alors, on est cerné derrière. Voilà. Alors, à travers tout ça, vous avez vu les différents styles d'armes. J'ai pas le rétroviseur maintenant. Non, c'est bon, là, il y en avait 4 autour de nous. Voilà. Ils sont partis. Vous pouvez être Alors, rassurés. on continue. Alors, on assiste une dernière petite démonstration.
Là, ça va. Il y a une démonstration de Qigong martial. Le Qi. Gong Oui, martial. bien sûr. Qigong, pardon, martial. Attention, Qigong, c'est une manière important. très particulière de faire circuler l'énergie dans son corps, tu vois Oui, ce que je veux dire, ouais. et développer une force prodigieuse, toujours avec Roger Itier. Si Roger Itier peut revenir avec nous. Revenez, Roger. Alors, dans le premier numéro, vous allez voir, Revenez, l'énergie. Roger. Il m'a expliqué Aucun tout reproche de vous se rappeler, Roger. Il m'a expliqué tout ça tout à l'heure. L'énergie est dirigée vers l'intérieur. Allons-y, regardez ça. Tout simplement pour rendre le corps imperméable au coup. Alors, vous voyez, ils vont prendre ces petits bâtons là. Oui, J'en ai oui, un. oui, Non, non, oui, oui. tu peux rester en place là. Voilà. Allons-y. Putain, ça sent l'hélicoptère un peu. Comment? Oui, ça fait hélicoptère. L'énergie intérieure qui rend le corps imperméable. Comment ça? Ils vont vraiment casser le bateau? Imperméable au coup. Ben oui, vous allez voir. Attention. Oh là là! C'est pas fini, on va au bout. On va jusqu'au bout, Tania, je me débrouillerai. Là maintenant, il s'agit de se dire, on n'a rien senti, tout va bien. Et là, qu'est-ce qu'il va faire, là? Ben là, vous allez voir, sur la jambe, un peu plus dur. Roger, attention, Roger. Allez-y, Roger. Et alors, on finit en beauté. Alors là, on va finir en beauté avec des coups portés au torse. Oh, voilà. Il ne sent rien normalement. Il le sent. Les yeux. Et le dernier, c'est sur les abdos. Allez, les abdos et on termine. On termine. Attention, Michel, attention. Voilà. On applaudit Roger Itier. Avec tout ça sur la tête en vitesse. Et on partait en démonstration, souvent, ensemble, tous les 5. Voilà, c'était les 5 éléments. Je ne sais pas si on voit ça. On voit cette cicatrice. Vous connaissez l'histoire de cette cicatrice? Je ne sais pas si Roger Itier vous en a parlé. Cette cicatrice, c'est 9 points de suture lors d'une démonstration à Baza, à côté de Bordeaux, en mai 90, avec Roger Itier. Donc, cette coupure qui était profonde, parce que j'avais la main comme ça pendant 10 jours, elle est le fait de Roger Itier. Pourquoi? Parce que il devait y avoir quelqu'un à ces démonstrations qui devait venir lui tenir les tuiles, tenir des tuiles, parce que Roger était spécialiste de la casse. Cette personne n'étant pas venue, il y avait que des jeunes et moi. Et Roger Itier me dit, Alain, tiens-moi les tuiles. Je dis, Roger, les tuiles sont épaisses, si ça casse, c'est pas sûr que ça éclate, et si ça éclate pas, ça coupe. Et comme Roger à l'époque, il avait une puissance phénoménale, donc je savais que si la tuile ne cassait pas, si elle n'explosait pas, elle allait se heurter à mon avant-bras. Donc j'ai tenu la tuile comme ça. Comme j'avais peur qu'elle me rive des mains, j'ai un peu serré. Roger a fait un coup de pied retourné. Il a cassé la tuile en deux, une grosse tuile. Hein, et je vois ma main comme ça, du rouge, du vert, du blanc, du sang. Je dis, oh là là, quel cauchemar. Roger Itier pour du kung-fu, peut-être plus traditionnel. Non, c'est-à-dire que là on vient de voir un kung-fu qui est assez martial, donc les formes d'animaux. Et maintenant, on va voir le wushu moderne, la forme chinoise telle qu'elle peut se pratiquer à Pékin, qui est beaucoup plus acrobatique. Toujours basé sur les animaux. Au départ, oui. Je vous disais tout à l'heure que nous allons avoir tout à l'heure nous allons avoir une comparaison, un parallèle avec la danse classique. Regardez de temps en temps, comme ces mouvements de kung-fu ressemblent aussi à un véritable ballet. Ça, c'est une bonne idée d'avoir fait venir des danseuses, c'est vrai, c'est tellement semblable. Le but, évidemment, n'est pas le même. Bien sûr. La danse classique, c'est l'esthétique, c'est l'art. Là, ici, il s'agit d'un combat et d'une maîtrise. On a fait plein de démonstrations où les gens rigolaient du kung-fu parce que le kung-fu c'était une pratique de danseuse, donc on montrait, nous, et notre défi c'était oui, on peut être des très belles danseuses, mais vous allez voir aussi quand on monte sur un ring, et on faisait des super démonstrations, Roger et Tony ont fait des magnifiques démonstrations dans des galas de boxe thaïlandaise, et ils faisaient un carton. C'est-à-dire que les gens étaient debout, étaient complètement fous d'une démonstration acrobatique de combat martial dans un ring qu'assumait et qu'assurait
Tony et Roger magnifiquement. Et puis on a tous fait ça et on a tous relevé les défis où on a été combattre dans toutes les écoles qui nous invitaient, quel que soit le style, en boxe thaï, en karaté, en taekwondo, etc. Et à l'époque, vraiment nous étions redoutables. Roger s'est distingué assez rapidement. Comme Tony De Haas était déjà un petit peu son mentor, Eugène Charlery, tous ces garçons qui étaient déjà dans l'équipe. C'est pourquoi quand nous sommes partis en 83 à Taïwan, il était dans l'équipe, bien évidemment, parce qu'il était déjà un compétiteur aguerri.